Bonsoir à tous et merci d'être encore une fois des nôtres pour le talk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir sur notre plateau Dr Papa Demba Thiam, qui est économiste international et qui a accepté de discuter en notre compagnie, surtout de la façon dont il faut faire avancer nos économies, surtout concernant cette question importante de souveraineté qui fait l'objet de débats un peu partout sur le continent et même à travers la diaspora africaine. Eh bien, bonsoir Dr Papa Demba Thiam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La première chose que nous faisons quand nous démarrons notre émission, c'est de connaître un peu mieux notre invité et nous invitons notre public à le faire, à suivre l'élément que voici qui nous permettra de comprendre qui est Dr Papa Demba Thiam et pourquoi il va tenir les propos que nous aurons dans le cadre de cette discussion. Dr Papa Demba Thiam est un économiste international. C'est un expert du développement industriel intégré par des chaînes de valeur. Ancien enseignant-chercheur, il a été fonctionnaire international, notamment à l'Organisation de coopération et de développement économique et à la Banque mondiale. Pour disposer d'une totale liberté d'action, Dr Papa Demba Thiam s'est volontairement mis à la retraite. Cette retraite anticipée lui permet aujourd'hui de se mettre à la disposition de n'importe lequel des pays africains pour contribuer à bâtir leur industrialisation sur la transformation de leurs ressources naturelles. Papa Demba Thiam est l'auteur de plusieurs publications qui font référence dans les milieux de l'économie. L'une de ces dernières publications est bien d'actualité. Comment construire l'Afrique avec moins de dettes? Dr Papa Demba Thiam fait partie de ces Africains de plus en plus nombreux qui pensent que les populations africaines se sentent de plus en plus frustrées de constater que leurs dirigeants politiques ne parviennent pas à placer les pays africains sur les rails d'un véritable développement. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, la base de notre discussion, le point de départ, ça va être le dernier sommet économique qui a eu lieu en France, convoqué par le président français Emmanuel Macron. De nombreux Africains, tant du continent que de la diaspora, n'ont pas apprécié cette, on va dire, cette convocation. Une convocation pour parler de la relance de l'économie africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, vous insistez sur le mot convocation. C'est assez discourtois en parlant de chef d'État souverain de parler de convocation. J'aurais dit une invitation. Mais même en parlant la manière dont l'invitation a été faite, les formes sont importantes parce que la perception, c'est ce qui crée le rendez-vous. Si on a une mauvaise perception, on est indisposé à l'écoute. Et ça pose le problème, d'une manière générale, d'amplifier ce genre de désagrément dans le sens où la souveraineté est devenue un point central de toutes les discussions avec les Africains en ce qui concerne l'Afrique. Si vous écoutez bien, d'ailleurs, la jeunesse commence beaucoup à parler de personnalités qu'elle ne connaît pas, comme les Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, les Patrice Lumumba, les Cheikh Anta Diop. Et curieusement, c'est la jeunesse d'après les indépendances qui en parle. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin de souveraineté, il y a un besoin d'affirmation, il y a un besoin de la maîtrise de l'initiative, de la programmation et de l'action en matière de développement économique. La jeunesse et les populations, d'une manière générale, ont le sentiment que l'Afrique n'est pas dirigée, que l'Afrique n'a pas la maîtrise de son destin et que l'Afrique est embarquée sur un bateau ivre et a un destin qui est porté par le vent. Et ça crée du plus mauvais des effets dans une situation où la pandémie n'a fait qu'aggraver des problèmes structurels qui existaient déjà. Ouais. Alors, donc, cette pandémie est venue compliquer les choses au niveau des pays africains. Peut-être pas au niveau sanitaire, mais les conséquences, justement, de cette pandémie sont telles que, les économies des pays africains ont dû encaisser un certain nombre de chocs. Nous avions prévenu. Je me souviens, la toute première publication dans un journal connu, Le Temps, en Suisse, dans les journaux sénégalais,
dans le journal Le Point, j'avais prévenu que nous n'aurions pas beaucoup à craindre des effets sanitaires dans la mesure où nous avons un système immunitaire qui nous a préparés à vivre avec des pandémies, que nous avons eu l'habitude de lutter contre des épidémies et que le terrain nous a préparés à lutter contre ce genre de choses déjà. Je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en épidémiologie, mais une chose est certaine, c'est que quand on connaît les systèmes des virus, on sait que c'est des mutants, et lorsque des corps ont été habitués à être agressés par des virus, ils développent des capacités de résistance. Donc le problème pour nous se situe moins du point de vue de l'exposition aux questions sanitaires que du point de vue des mesures à prendre pour éviter la propagation. Parce qu'au début, dans la mesure où c'était un virus importé, les lignes d'importation suivaient les chaînes de valeur, que ce soit les chaînes de valeur touristiques, que ce soit les chaînes d'approvisionnement des marchandises et tout ce que vous voulez. Donc, ce que nous avions proposé à l'époque, c'était de ne pas fermer l'économie, mais plutôt de suivre la propagation du virus sur ces vecteurs, de bloquer, isoler, traiter. Il y a juste 2 ou 3 pays qui vous ont suivi, j'allais dire, le Bénin. Le Bénin, oui, j'allais dire le Bénin. Ouais. Bon, il faut dire qu'à la tête du Bénin, il y a un homme d'affaires qui sait ce que ça veut dire, l'économie des systèmes et l'économie du développement des chaînes de valeur. Il a lui-même géré d'ailleurs les activités de manutention au port de Cotonou avec Bénin Control. Donc, il sait très bien comment se propage le virus. Mais à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a un économiste. Le président Ouattara. C'est un macroéconomiste. Oui. Disons un macroéconomiste, genre économie monétaire, finance. Ce n'est pas la même chose que l'économie des systèmes. Parce que le gros problème que nous avons d'ailleurs depuis longtemps en Afrique, c'est que depuis 40 ans avec le consensus de Washington, nous avons fait du pilotage à vue en nous occupant que des grandeurs macroéconomiques. Ce qui est une hérésie d'ailleurs quand on sait que 90% de l'économie africaine est informelle. Les grandeurs macroéconomiques ne la capturent pas. Si vous mesurez une croissance seulement sur 10% de l'économie réelle, vous n'êtes pas renseigné. Et si vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans l'économie réelle, vous ne pouvez pas faire de politique. Donc on peut dire que tous les bruits que l'on entend, tous les commentaires sur les croissances fortes des pays africains, c'est presque des coups d'épée dans l'eau. Disons que c'est sans signification réelle. Moi, je suis impressionné par l'invasion du langage bureaucratique de Washington, parce que même quand nos chefs d'État nous parlent, ils nous parlent comme parlerait Macron, comme parlerait un gars de la Banque mondiale, en disant on injecte 1000 milliards. C'est même une faute de goût, parce que lorsque vous parlez à des populations qui ont des problèmes de 5000 francs CFA, que vous allez injecter des milliards, des 1000 milliards et qu'il y a la pauvreté, la question qu'elles doivent se poser, c'est de se dire, mais si on a autant d'argent ou qu'on emprunte autant d'argent, comment se fait-il que cet argent soit si mal dépensé pour que nous nous retrouvions si pauvres? Donc ça veut dire simplement que nous ne réfléchissons pas, nous sommes à la remorque de gens qui nous donnent des ressources budgétaires, nous répétons le même langage. Si vous venez dans un pays et vous construisez des stades, mais ces stades qui sont construits rentrent dans la composition du PIB et il y a de la croissance. Mais est-ce que c'est cette croissance-là qui permet l'inclusivité, qui crée des emplois, qui permet aux gens de participer aux plus grandes activités auxquelles elles attachent de la valeur? Non. Donc c'est la raison pour laquelle la notion de croissance inclusive revient de plus en plus à la mode, parce que les grandeurs macroéconomiques ne reflètent pas ipso facto ce qui se passe dans la participation de l'activité économique par les populations. Et il n'y a pas forcément donc un lien entre croissance économique et développement économique. Il y a eu des pays dans le temps où il y avait une relation. Par exemple, au XVIIIe siècle, quand on était en Occident en pleine phase d'industrialisation, il y avait une corrélation forte entre l'augmentation du produit intérieur brut, parce que ces causes d'augmentation étaient connues et ces causes d'augmentation se traduisaient aussi par la création d'emplois, par la production de masse. Mais les choses ont changé. Donc on ne peut pas appliquer des grandeurs qui mesuraient une situation
précises, singulières, et l'adapter à des situations qui n'ont absolument rien à voir. Alors, quels sont les dégâts que ces décisions prises par les différents chefs d'État dans nos pays à cause du coronavirus, quels sont donc les dégâts qu'on peut ressentir au niveau de nos économies? Disons, vous savez, quand vous plongez un corps qui est malade dans un coma artificiel en médecine, vous gelez les fonctions vitales pour les protéger. Et lorsque vous avez trouvé la manière de soigner le corps, vous libérez. Mais lorsque vous plongez une économie dans un coma, il y a des ruptures de transversalité et il y a des ruptures de séquence parce que le corps économique doit continuer de fonctionner. Donc lorsque vous le bloquez, vous rompez les chaînes de valeur, vous rompez la chaîne de maîtrise des opérations. Prenez un exemple. Lorsqu'un hôtel arrête de fonctionner, mais ce n'est pas seulement les gens qui ne font plus les lits, ce n'est pas seulement les gens qui ne rentrent pas. C'est tous les fournisseurs de biens et services qui sont bloqués. Eux-mêmes, ils sont bloqués en avant, donc ça produit des éléments en cascade. Donc si vous comprenez l'économie politique des chaînes de valeur, prenez ça à l'inverse. Et vous vous rendez compte, vous rentrez dans un schéma de chaîne de valeur négative. Ouais. Et là, vous détricotez toute l'économie et il y a des organes qui tombent définitivement malades, qui sont sclérosés, et vous devez tout réparer. Alors les pays africains peuvent avoir l'excuse donc de ne pas fonctionner en autarcie et de n'avoir pas été, par exemple, fournis pour certains un certain nombre de produits. Il y a eu des ruptures dans les approvisionnements, par exemple. Mais ça, c'est le problème qui est posé lorsque vous créez des vulnérabilités verticales. Ce n'est pas seulement le problème des pays africains. Depuis 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 1979 et 1980, Ronald Reagan est arrivé au pouvoir aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. C'était les grandes années de ce qu'on a appelé le consensus de Washington. On a dit on libéralise toute l'économie. C'est vraiment, on permet à tout le monde d'aller produire là où il veut. On a imposé aux pays africains les programmes de stabilisation, d'ajustement structurel et de libéralisation par les 3 sœurs des institutions de Bretton Woods, à savoir Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les États ont été dessaisis de leurs prérogatives en matière de développement économique pour permettre au grand capital de circuler là où il veut. Alors ça a mené quoi? Les Chinois, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, ont créé des conditions pour accueillir les investissements. Les gens pensaient qu'ils allaient transformer les Chinois en esclaves, en usines du monde. Ils ont créé des plateformes de compétitivité, ils ont attiré ces investissements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les activités, pour l'essentiel, se sont délocalisées des États-Unis, d'Europe, vers ce qu'on appelle les pays des marchés émergents. C'est comme ça qu'ils sont devenus des marchés émergents. Les États se sont appauvris parce que les entreprises qui sont parties ne payaient plus d'impôts. Donc des pays comme les États-Unis, la France, n'avaient même plus les moyens d'avoir les ressources budgétaires pour construire leurs infrastructures, y compris les infrastructures de santé. Dans le même temps, nous étions endettés outre mesure, on nous a mis le couteau sur la gorge en disant on vous prête des ressources budgétaires pour payer vos fonctionnaires, pour payer vos militaires, votre police, mais vous ne pouvez plus faire de développement économique alors que nous étions dans une situation de construire nos économies. Donc on a détruit totalement les bases de développement économique, on a créé ce que j'appelle des structures de sous-développement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque la pandémie a frappé, et tout le monde savait, tous les gens sérieux savaient que nous étions dans une économie globalement tellement intégrée que les virus circulaient, se retrouveraient partout. La preuve, lorsqu'il y a eu le virus qui est parti de Chine, il est allé où? En Italie, en Italie du Nord, parce que c'est là qu'ils sont le plus intégrés à l'Europe par les routes de la soie. En Allemagne, en France, en Grèce, en Espagne, et c'est fini par arriver chez nous. Donc le gros problème, c'est que les pays qui ont le plus souffert, c'est les pays qui n'avaient plus d'État stratège, qui n'avaient plus la maîtrise de leur politique de développement économique et social. Regardez les Chinois. En 15 jours, ils ont construit des hôpitaux. Regardez ce qui se passe dans la recherche avec les vaccins. Ce sont les pays qui étaient au service, les gouvernements qui étaient au service de leur population, par la maîtrise des politiques de développement économique qui sont les grands gagnants.
Donc l'Afrique qui était sur une belle lancée, comme on dit, depuis un certain nombre d'années, a eu une sorte de rupture ou à tout le moins une sorte de ralentissement. Je ne suis même pas d'accord avec le mot lancé. Vous dites lancé par rapport à ces taux de croissance faramineux que l'on obtient en construisant des mosquées, des stades, des églises ou des choses comme ça, sur lesquelles je n'ai absolument rien contre, mais qui ne créent pas de la valeur économique partagée. C'est la croissance dans les mines, comme en RDC, ou dans d'autres pays. Ça, ce n'est pas de la croissance qui crée de la richesse. N'empêche que cette croissance-là s'est vue également soit ralentie, soit qui en souffre? Stoppée. Qui en souffre? Les États qui n'ont plus ce budget. Mais les populations, elles ont toujours continué de souffrir. Elles ont toujours souffert, ces populations. Regardez, vous êtes dans un pays comme le Sénégal. Vous voyez des bâtiments poussés partout. Qui c'est qu'il y a dans ces bâtiments? Tout l'exode rural. Tous les gens qui ont quitté les villages les plus reculés, qui ont quitté l'agriculture, qui ont quitté la pêche, qui ont quitté tous des foyers potentiels d'activité, se retrouvent dans des centres d'attraction, comme Dakar, avec des villes périphériques, où des gens vivent par appartement, 10, 12 personnes par appartement. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Avec 3 chambres dans un appartement à 10 personnes, ils font les 3 fois 8. Il y a des gens qui dorment la nuit, des gens qui dorment le jour. Les villes, les rues sont envahies, la délinquance augmente, le désespoir, la pauvreté aussi. Et c'est ce qui crée des frustrations qui amènent des explosions sociales. Et les analystes n'ont jamais vu ça. Ils ont continué à rouler avec leur 8-8, leur 4-4, les grands sommets, sans se rendre compte qu'il y avait une paupérisation qui se développait et que la marmite sociale était en train de bouillir et qu'une étincelle, la moindre des étincelles, peut faire sauter un pays et embraser toute une région. Donc cela veut dire que c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement grave. C'est très grave. C'est la raison pour laquelle c'est très important de travailler sur les perceptions. Ce n'est pas dans des situations comme celle-là où moi je suis étonné quand je vois le président Macron convoquer des intellectuels africains pour lui parler de l'Afrique. Mais ces intellectuels ne représentent pas l'Afrique. Ah, vous adoptez notre mot. Mais oui, c'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est que tout le monde utilise ce mot. Parce que si le président Macron veut être conseiller pour comprendre en tant que partenaire ce qu'il peut attendre des Africains, il n'a qu'à regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un Pape-Thiam économiste qui va lui dire ce qu'est le Sénégalais ou l'Ivoirien. S'il veut vraiment avoir des lunettes de lecture pour comprendre ce que les Africains attendent de leurs dirigeants, parce que c'est important. Aujourd'hui, vous avez par exemple un certain type de communication des dirigeants africains qui organisent des meetings où on chante leurs louanges. Mais cette communication, ce n'est pas pour les Africains, c'est pour les Européens. C'est donner le sentiment aux Européens que les populations les écoutent. Mais les populations ne les écoutent pas. Or, qu'est-ce qui risque de se passer? Si jamais ils continuent à se leurrer, à leurrer leurs partenaires, il va se passer des phénomènes d'ostracisme qui vont faire qu'on va commencer à avoir des sentiments anti-français, anti-américains, anti-ceci, anti-cela. Donc, il est important que nos partenaires, que ce soit les organisations multilatérales, que ce soit les organisations bilatérales, que ce soit les pays qui sont nos alliés, comprennent ce que attendent vraiment les populations pour ne pas être surpris par des révoltes populaires. Les populations attendent de pouvoir mettre leurs enfants à l'école, de pouvoir se soigner correctement, d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. C'est vraiment le minimum, mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants africains n'ont pas pris la mesure des difficultés qui existent au point de se voir, bon, vous n'avez pas apprécié l'expression, mais de se voir convoqué par le président français Emmanuel Macron pour un sommet sur la relance des économies africaines? Donc, on va être un peu nuancé là-dessus. Il y a des tentatives de révolte, j'allais même dire. Quand je pense que le président Macky Sall avait convoqué ici, pour utiliser le mot convoqué, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres organisations ici à Dakar même, je crois que c'était le 2 décembre 2019,
c'était ce qu'on a appelé le consensus de Dakar. Il y avait Patrice Talon était là, je crois, Faure Gnassingbé, Issoufou, Alassane Ouattara et tout le monde. Et moi, j'étais agréablement surpris parce que le maître mot de cette conférence était de dire que les instruments d'analyse, les instruments de conception et les instruments d'intervention des institutions de Bretton Woods ne conviennent plus à l'Afrique si jamais ils ont convenu. Et qu'il fallait aujourd'hui réformer la manière dont on allait travailler avec ces institutions. Mais ça, c'était extrêmement courageux parce qu'avant, on disait qu'un pays était bon élève des institutions de Bretton Woods. Comment on peut prendre un pays avec un chef d'État à la tête et qu'on puisse dire que ce sont des bons élèves de petits fonctionnaires internationaux comme moi? Ça veut dire que le manque de respect, l'humiliation, la disgrâce ont continué depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, les peuples africains se sentent manqués de respect par leurs dirigeants qui se font humilier comme si on les convoquait comme des gamins. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous, DG, quelqu'un peut vous dire n'importe quoi, vous pouvez vous priver de manger, mais s'il vous insulte de père, vous vous jetez sur lui. Alors, les injures permanentes qui piétinent la dignité des Africains, les chefs d'État africains et leurs homologues devraient en tenir compte. Parce que les gens ont faim, ils ont soif, il ne manquerait plus que de leur piétiner leur honneur pour les voir dans la rue. Donc il est plus qu'important maintenant que les dirigeants africains se rendent compte que si des dirigeants étrangers ou des organisations internationales les poussent à l'impossible, c'est eux qui devront faire face à leur peuple. Et eux ne seront pas là pour les protéger. Le moment qu'ils se rendront compte que les peuples les lâchent en grande majorité, c'est eux qui vont les renverser. Alors, est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup plus intéressant d'avoir les dirigeants africains organiser eux-mêmes, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, organiser eux-mêmes ce genre de sommet? Surtout qu'on se rappelle que l'Union africaine a confié à une task force la recherche de moyens pour la relance économique. C'est bien que vous amenez cette question. Vous avez bien dit que l'Union africaine a convié une task force pour la relance économique. Ça, c'est beaucoup plus acceptable. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça a donné? Vous avez des résultats, vous êtes journaliste, vous êtes plus au courant que on attend encore les résultats. Ça fait plus d'un an. Oui. Le problème que moi je me pose, c'est le fait de la représentativité, du questionnement et des solutions. Parce qu'on ne peut pas déjà dire qu'on confie à une task force une stratégie de relance des économies africaines. C'est pompeux, c'est à la limite de l'ignorance. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, 4 personnes peuvent se laisser pour dire qu'ils vont relancer l'économie de la Côte d'Ivoire? Quelle économie en Côte d'Ivoire? Il y a des économies en Côte d'Ivoire. Il y a l'économie forestière, il y a l'économie du café-cacao, il y a l'économie du caoutchouc, il y a l'industrie légère, il y a les services. Il faut être des spécialistes de ces secteurs-là pour savoir comment, je ne dis même pas les relancer, comment les lancer. Comment on peut penser que 4 personnes qui ont un nom, des noms qui sont des noms prestigieux, avec des likes partout sur les internets... Qui ont quand même fait leur preuve. Oui, mais où? Où? Donald Kaberuka à la tête de la banque. Mais Donald Kaberuka a été à la tête de la banque. Thiam à la tête oui, mais quelle preuve? Je dis quelle preuve? Ouais. Quelle preuve? Ils ont développé des économies en Afrique? Ils ont développé des continents? On les présente comme des experts. Des experts, mais un expert, la particularité d'un expert, c'est d'être expert dans un domaine. Prenons le cas, par exemple, de Ngozi, qui a été ma collègue, voire même ma patronne à la Banque mondiale. Ouais. Actuelle directrice générale de l'Organisation mondiale de l'OMC. Oui. Mais Ngozi a été pendant longtemps à la Banque mondiale. Elle a développé certainement une expertise à la Banque mondiale. Est-ce que vous voyez... Elle était aussi ministre des Finances au Nigeria. Est-ce que vous pouvez me donner un pays que la Banque mondiale a développé? Je ne parle même pas de Ngozi, mais la Banque mondiale elle-même. Si vous me trouvez un pays que la Banque mondiale a développé par la seule vertu de ses fonctionnaires, je me range à votre argument. Deuxièmement, puisque vous parlez de Ngozi, qui est une sœur que j'aime beaucoup, qui est une amie. Ngozi, elle a été ministre des Finances. Ngozi a été directrice générale à la Banque mondiale. Mais Ngozi sait comment la Banque mondiale prête au pays.
en tant qu'emprunteuse parce qu'elle était ministre des Finances, mais aussi en tant que prêteuse parce qu'elle était à la Banque mondiale. Ngozi sait pertinemment que ce n'est pas le lobbying de personnalités connues qui vont faire que la Banque mondiale décide de mettre de l'argent dans un pays. La Banque mondiale a des programmes d'assistance par pays, des programmes d'assistance par région. Les montants sont décidés depuis longtemps, affectés 3 ans sur des programmes bien précis. En plus, chaque pays a un gouverneur. C'est ce gouverneur qui parle avec la Banque mondiale. La Banque mondiale fait des réunions régulières de printemps et des réunions annuelles. C'est dans ces cadres-là que se définit la structure d'assistance de la Banque mondiale et du Fonds. Comment Cyril Ramaphosa, que j'aime beaucoup, qui est un ami de longue date, peut se réveiller et dire « je vais prendre des envoyés spéciaux pour qu'ils amènent plus d'argent venant de la Banque mondiale, du Club de Paris ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Tidiane ne le sait pas peut-être parce que lui, il n'a jamais été dans la finance publique internationale. C'est un haut cadre, il a été dans les assurances, il a été au Crédit Suisse, mais ce n'est pas un spécialiste de la finance internationale. Lui encore, je peux l'excuser. Mais Donald Kaberuka a été président de la Banque africaine de développement. Oui. Il a été ministre des Finances. Il sait que ça ne se passe pas comme ça. Trevor Manuel, que je connais bien aussi, a été ministre des Finances. Il sait que ça ne se passe pas comme ça. Donc, le simple fait d'avoir décidé de dire qu'on prend des envoyés spéciaux, comme si c'était dans la crise palestinienne ou la crise casamançaise ou la crise libérienne, pour les envoyer pour jouer des missiles démuniissés, était une erreur de casting. Ça d'abord. Deuxièmement, si on me disait que ces personnalités, on leur confie la responsabilité de réunir des experts et de réfléchir avec les experts, de déterminer des stratégies par pays, des stratégies par région, et de soumettre des stratégies de développement à l'Union africaine, de dire combien ça coûte, ce que ça peut rapporter, comment ça peut financer, là j'applaudirais des deux mains. Mais moi je n'ai pas été associé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a été associé, mais je n'ai jamais entendu qu'on ait eu une approche de cette nature. Troisièmement, les termes de référence de cette task force ont été publiés où? On ne les connaît pas. Le rapport d'achèvement de leur mission, on ne connaît pas. Donc, il faut arrêter avec les opérations de branding. Dans ce pays où moi je suis, où nous sommes en train de tourner, il y a eu près de 14 morts. Ce qu'on n'a jamais vu, des émeutes de la faim, littéralement, avec un prétexte qui a mis le feu aux poudres. Quand on est dans des situations comme ça, c'est ce que j'appelle un avertissement sans frais. Il faut faire du sérieux et pas du folklore. Alors donc finalement, la task force mise en place par l'Union africaine ne donne pas encore des résultats. Il n'y a pas de tentative, il n'y a pas d'initiative prise par les pays africains. Et puis il y a donc cette initiative prise par le président français Emmanuel Macron. Est-ce que ça a donné des fruits? Mais vous savez, c'est vous le journaliste. Vous savez, vous connaissez... C'est vous l'économiste. Vous savez, moi, j'ai décidé de sacrifier ma carrière depuis très longtemps. Parce que je me disais, il faut à un moment donné que quelqu'un mette les deux pieds dans le plat. Et je l'ai commencé depuis 1986, en publiant avec Jean-Pierre Guerne le développement de l'Afrique confronté au programme d'ajustement structurel. Je suis revenu à la charge plusieurs fois, et même quand je suis rentré à la Banque mondiale, c'était littéralement pour y mener de la subversion et y amener des stratégies de développement industriel, dont on a vu les résultats au Ghana. Donc, cette forme de rébellion-là est une rébellion dans laquelle je me suis toujours senti seul, mais je n'ai jamais été découragé, parce que ce que je disais il y a longtemps, c'est ce que les gens découvrent maintenant. Donc, je suis, comme vous dites en Côte d'Ivoire, cabri-mort n'a pas peur de couteau. Moi, je suis un cabri-mort. Donc, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est l'éveil des consciences. Ah ouais. Donc, je ne suis pas dans la diplomatie, je ne caresse pas par le sens du poil, je n'ai pas de problème personnel, mais j'ai un problème avec le système et je veux que les gens comprennent, à commencer par les chefs d'État, comment il faut se décomplexer par rapport au système, parce que les gens sont éveillés maintenant. Alors, on peut dire que nos chefs d'État n'ont pas pu se départir de ce complexe en acceptant de prendre part à ce genre de sommet. Est-ce que c'est vraiment... Je ne sais pas si je peux parler même de complexe. Je ne veux pas leur faire l'injure du complexe, mais ils ont été piégés.
l'endettement est un piège. C'est un piège extrêmement grave. Parce qu'on a commencé à nous endetter et nous endetter pour payer nos dettes. Et lorsque nous sommes obligés de travailler en urgence, dans un contexte où l'urgence se reproduit tout le temps avec des prétentions de durée dans le temps, on ne fait que de l'urgence. On ne fait que colmater des brèches, on ne fait que boucher des trous, et c'est l'engrenage dans lequel beaucoup de pays africains se sont enfermés. Donc, si vous avez besoin de ressources budgétaires, vous vous tournez vers les gens qui vous donnent l'appui budgétaire. Pour vous donner l'appui budgétaire, ils vous disent « pour que vous puissiez nous rembourser, il ne faut pas investir dans la recherche, il ne faut pas investir dans la rééducation, il ne faut pas investir dans les infrastructures. » Alors, il faut un sacré courage d'accepter de se sacrifier, ou même de sacrifier parfois même sa vie. Parce que, vous savez, quand on joue sur le terrain de la grande finance, c'est aussi des voyous qui sont là. Il y a des gens qui n'hésiteraient pas à zigouiller quelqu'un qui les empêche de tourner en rond. Ou à déclencher des guerres dans un pays. Ou déclencher des guerres, mais ça fait partie du business plan. Lorsqu'un leader décide de mener son peuple des ténèbres à la lumière, il doit pouvoir intégrer le fait que l'adversité est autour de lui. Et il doit développer des stratégies pour mitiger ce genre de risque. C'est ce que malheureusement Sankara n'a pas fait, c'est ce qu'il a emporté, mais c'est ce que Fidel Castro a été capable de faire et il a survécu. Entre les deux, il y a certainement un juste milieu, mais ce qui est important maintenant, c'est que les chefs d'État sont en mesure de faire comprendre à leurs partenaires que s'ils tirent trop sur la corde risque de casser, et s'ils mettent leur population au pied du mur, eux-mêmes ne seraient plus les bienvenus en Afrique. Vous pensez que les chefs d'État africains ont vraiment pris la bonne mesure de cette situation parce que on le voit dans tous les actes qui sont posés un peu partout, dans pratiquement tous les pays africains, c'est le même problème. D'un côté, on a un pouvoir qui semble être à la solde de l'ancienne puissance colonisatrice, et puis de l'autre côté, on a un peuple qui se plaint, qui fait un appel de beaucoup plus de souveraineté. Oui, parce que les peuples ont compris. Mais ce que les peuples ne comprennent pas, c'est la solitude au pouvoir. La plupart des chefs d'État que moi je rencontre, quand je parle avec eux, ils sont d'accord 100%. Certains sont même heureux que je puisse être le fou du roi qui dit ce qu'eux ne peuvent pas dire. Comme je dis moi-même, je suis cabri-mort n'a pas peur de couteau. Mais qu'est-ce qui les empêche? Et ce que j'écris et ce que je plante, même si je disparais aujourd'hui, la jeunesse s'en est déjà emparée. Les gens répètent beaucoup les concepts de fabrique de pauvreté, comment construire des chaînes de valeur, comment construire l'industrialiser. Même si aujourd'hui j'arrêtais de professer, le relais est déjà pris. Donc les chefs d'État sont conscients de ça. Maintenant, ce que je crois qu'il faut faire, c'est un processus. Comment les aider? Parce qu'il ne faut pas leur jeter la pierre, il ne faut pas les injurier, il ne faut pas leur taper dessus. Au contraire, il faut les engaillardir. Il faut les aider à se rendre compte que les peuples, les intellectuels, les experts sont derrière eux. Il ne faut pas attendre que nos chefs d'État fassent le discours parfait, parce que sinon on va les utiliser, on va les abandonner et on va les pousser entre les mains, dans les bras des ennemis de la société. Est-ce que ce n'est pas eux qui refusent de s'adosser à leur peuple, justement? Mais vous savez, un chef d'État, c'est un homme comme vous. Et il a 24 heures dans la journée. Il a des sensations, il a des frissons, il a des peurs, il a des espoirs. Mais il s'est battu pour être là. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, j'ai connu Jerry Rawlings. Hein. Ouais. J'ai connu Rawlings. Rawlings a été capable de créer l'environnement autour de lui qui lui a permis même parfois de négocier et de jouer avec les institutions de Bretton Woods et développer sa propre logique. Même ses adversaires politiques, comme le président Kufuor, ont dû bâtir sur l'héritage de Rawlings. Nana Akufo-Addo, il parle comme Rawlings, et pourtant c'est des adversaires politiques, mais sur le plan idéologique. Mais sur le plan de la souveraineté du Ghana, si moi j'avais pas eu
les deux partis qui se sont succédés au pouvoir, je n'aurais pas réussi ce que j'ai fait au Ghana à partir d'une institution ringarde comme la Banque mondiale. Ce qui veut dire que même à l'intérieur de la Banque mondiale, si on se met à jeter la pierre à la Banque mondiale et tout ça, non, il y a des brebis galeuses à l'intérieur de la Banque mondiale, il y a des gens qui sont inféodés au système, et si tous les dégoûtés de la Banque mondiale s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent. C'est la même chose pour nos chefs d'État. Si nous sommes tous, disons tous, nous leur jetons l'opprobre et ainsi de suite, nous les jetons dans les bras qu'il ne faut pas. Donc, à mon avis, il faut les inviter au dialogue, il faut les encourager à s'ouvrir à l'expertise, à discuter avec les gens. Et notre rôle à nous, ça devrait être d'aider n'importe quel chef d'État qui est, quel que soit son bord politique, son idéologie, parce que l'urgence de la situation ne nous permet pas simplement de dire tant que celui-là est là, on ne fera rien pour le pays. Alors j'ai suivi le rapport qu'a donné le président de la RDC, le président Tshisekedi. À l'intérieur de ce rapport, il reconnaît qu'il doit faire, il a été même gentil, il doit faire un effort de bonne gouvernance. Pour ne pas dire que le problème de la gouvernance est un vrai problème dans les pays africains. Faut-il aller jusqu'en France pour revenir avec de telles leçons? Non, ce n'est pas une leçon. Je vais pas le protéger pour le protéger. Comme j'ai dit, chaque fois qu'on fait un pas dans la bonne direction, mon devoir, c'est de l'encourager et de multiplier les pas. Non, mais ce qui gêne, c'est que quand il est de retour de Paris, en tant que président de l'Union africaine, qu'il sort ce discours, alors que ce sont des plaintes qui sont formulées au quotidien. Non, mais je crois que c'est pas juste de dire ça. Sur la gouvernance. Parce qu'il a nommé de nouveaux magistrats au Congo. Et on a lancé la lutte contre la corruption. Il y a aujourd'hui un ancien Premier ministre qui était meilleur élève de la Banque mondiale d'ailleurs, qui est en accusation devant la Cour constitutionnelle et qui risque de passer un procès pour des questions de détournement ou de corruption. Donc on ne peut pas faire le mauvais procès à Félix Tshisekedi de dire que c'est en allant à Paris qu'il a appris la nécessité de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, il s'expose très gravement, il expose sa sécurité en luttant contre la malgouvernance, y compris même avec les sociétés minières qui avaient l'habitude de piller le Congo. L'Est du Congo aujourd'hui, toute l'attention que le Rwanda a, mais c'est par rapport à l'Est du Congo. Vous pensez que le président Macron va se déplacer au Rwanda comme si le Rwanda était les États-Unis d'Amérique, si le Rwanda n'avait pas un rôle sur l'Est du Congo? Le Rwanda est un petit pays. Mais c'est un petit pays qui a une présence extrêmement forte dans l'Est du Congo. Et aujourd'hui, le point central, le point de mise, c'est le Congo avec ses 9 frontières qui est la charnière de l'Afrique. Donc si je comprends bien, Macron est intéressé par les richesses du Congo, mais il transite par... Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, et que je peux écrire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille, que ce soit pour le bien ou pour le mal, le Rwanda est une disposition charnière dans la carte géostratégique en Afrique à travers le Congo. On ne peut pas ignorer aujourd'hui le Rwanda à cause de son rôle à l'est du Congo, pas plus qu'on ne puisse ignorer l'Ouganda. C'est comme si vous disiez aujourd'hui qu'on peut ignorer l'Union soviétique, la Russie, par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine ou à la Biélorussie. C'est-à-dire que les jeux sont ainsi faits qu'il y a des choses qui se sont nouées dans l'histoire, par la géographie. Même si vous voulez aujourd'hui la paix dans l'est du Congo, vous êtes obligé de transiter par le... Oui, en tout cas, de compter avec le Rwanda. Et donc, sinon, je ne vois pas, parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Croire que c'est par les beaux yeux de Kagame que Macron va au Rwanda est une illusion d'optique. C'est parce que le Rwanda est une disposition centrale dans la géostratégie de la région qu'on est obligé de lui parler. Alors, une question aussi sur la gestion des ressources naturelles. Les pays africains ont chacun des ressources naturelles importantes. Il se trouve que ces pays-là n'ont pas les moyens de les transformer.
Alors, est-ce que face à une telle situation, finalement, c'est pas la corruption qui s'installe facilement, puisque bon, on a l'impression qu'avec le peu de moyens qu'on a, si on ne peut pas passer à une transformation, on est obligé peut-être de céder ces ressources-là à des investisseurs, des fois en bradant les ressources. Je vais vous poser une question. Oui. Si vous aviez hérité des bijoux de votre famille chez vous, mettons que votre papa vous laisse 10 tonnes d'or, est-ce que vous êtes obligé de les donner au premier venu pour une bouchée de pain, ou vous vous dites, tiens, je garde mes 10 tonnes d'or en attendant de meilleurs jours, ou trouver les moyens de les transformer? Ce n'est pas une fatalité que de livrer nos ressources au premier venu. Albert Youma, qui est le président de la GECAMINE en RDC, puisqu'on parlait de RDC, et qui est le président de la Fédération des entreprises du Congo, c'est-à-dire le patron des patrons, a fait une dénonciation et un mea culpa pathétique sur France 24. C'était avec Marc Perelman, je crois, où il a dit que la Banque mondiale et le Fonds monétaire les avaient convaincus que comme ils n'avaient pas assez d'argent pour transformer les ressources, il fallait les donner à des sociétés multinationales qui les transportent. Ces sociétés sont venues sans argent à investir directement. Ils ont prospecté, ils ont découvert des perspectives et ils ont mis ces perspectives en bourse et les ont vendues à plus offrant. Et les minerais sont partis gagés pendant longtemps sans que le peuple congolais puisse en bénéficier. Et le président Tshisekedi a récemment déclaré d'ailleurs qu'il n'acceptera plus que les minerais sortent de ce pays sans être transformés et que les Congolais continuent d'être pauvres. Ça, c'est deux anecdotes qui vous permettent de croire que ce n'est pas une fatalité. Nous, au Sénégal, ici, pourquoi serions-nous obligés de vivre de l'économie de la pêche et de la cueillette? Le savoir, il s'acquiert, l'expertise s'achète, les banques sont là pour prêter de l'argent. Nous n'avons pas besoin, je n'ai vu aucun pays au monde où un État doit posséder de l'argent pour faire l'industrie. Par contre, mais il y a des décisions à prendre. Des décisions à prendre. Ouais. Des États stratèges ont développé des stratégies de développement économique, ont créé ce que j'appelle des plateformes intégrées de compétitivité, qui ont permis de rendre l'investissement chez eux attractif, et ce sont les investisseurs étrangers qui sont venus investir. Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme eux? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme Taïwan, comme Singapour? Justement, la question est posée. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le leadership, comme la Corée? Le leadership. Comme la Chine. Il faut s'affranchir du diktat des institutions de Bretton Woods. Pas que c'est des fonctionnaires. J'y ai été pendant 13 ans. J'ai travaillé à l'OCDE avant. C'était d'ailleurs pour moi l'organisation la plus sérieuse. Parce que lorsqu'on vend de la réflexion, on ne peut pas faire du charlatanisme. Vous savez ou vous ne savez pas. Mais lorsque vous tombez dans des bureaucraties, comme les bureaucraties de l'Union européenne et la pire des bureaucraties comme la bureaucratie de la Banque mondiale, où vous n'avez pas besoin d'être économiste pour être l'économiste sur le Sénégal. Il suffit que vous sachiez cocher les cases des conditionnalités à l'époque pour qu'on vous dise économiste sur le Sénégal. Moi, j'ai vu un ingénieur électromécanicien, dont je peux donner le nom, qui a été mon collègue, qui était économiste pour le Sénégal avant, un Iranien. Et ce gars n'a jamais été économiste de sa vie. J'ai vu un ingénieur des ponts et chaussées qui était lead économiste, c'est-à-dire c'était lui qui menait même les économistes et qui travaillait sur les pays francophones, alors qu'il n'était pas économiste, parce que ces gens avaient dénaturé la notion même d'économiste. Pour être économiste sur le Sénégal, il savait être loyal à la Banque mondiale, savoir faire cocher les cases des conditionnalités et les faire accepter par les dirigeants en échange d'appui budgétaire. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné pendant tout le temps. Lorsque nous avons dit que nous allons... Mais le président Wade a menacé tous les jours de quitter la Banque mondiale. C'était le cauchemar de Wolfenson. Chaque fois qu'il disait qu'il voulait faire quelque chose, toutes ces infrastructures qu'il a faites dans ce pays. Vous avez vu Dakar comme c'est infrastructuré? Mais Wade a dû se battre pour aller chercher l'argent ailleurs
que dans les institutions de Bretton Woods. Moi, je vis en Suisse. La Suisse a été un moment obligée de prêter de l'argent à la Chine en lui payant de l'argent, c'est-à-dire à taux négatif. Parce qu'il y a trop d'argent, il fallait mettre ça dans l'économie chinoise. Les banques suisses sont en train de chercher désespérément des opportunités d'investissement dans l'industrie. Lorsque vous avez la ressource, il peut y avoir des types de partenariats stratégiques sur les chaînes de valeur que vous pouvez faire en sécurisant les investissements, en créant les conditions pour que les gens investissent, gagnent de l'argent et que les gens d'ici gagnent de l'argent. Vous voulez me dire que ça, c'est un avantage comparatif qu'un nègre ne peut pas avoir? Ça ne fait pas sérieux. C'est ça notre problème. Donc on a un gros problème de leadership. On a un gros problème de leadership, et un leadership, ce n'est pas seulement un chef d'État. Le leadership, c'est l'ensemble des valeurs qui fécondent un état de raison que des gens s'approprient pour mener des groupes. Vous êtes un leader. Si vous, en dirigeant une télévision comme la vôtre, vous refusez de verser dans le folklore ou d'inviter des pitres qui nous mènent dans le mur. Et vous vous dites, moi je fais des émissions qui éveillent les consciences. Vous êtes un leader lorsque vous êtes un entrepreneur qui dit, je ne vais pas courir derrière les marchés d'État pour corrompre des fonctionnaires et mettre l'argent dans des partis politiques, mais je vais créer des ressources. Les ressources, je vais les amener dans la transformation, dans l'aquaculture, dans l'agriculture des familles, en faisant en sorte d'accroître la base de la participation des populations. Donc le leadership est en tout point de la société. Ce n'est pas seulement au niveau d'un chef d'État. Mais ce sont les chefs d'État qui sont quand même en pointe, en première ligne. Ils sont en première ligne. Ils donnent les premiers sons. Je vais être très sévère. Comme on dit en musique, ils donnent le la. je vais être très sévère. Oui. Nous avons généralement une mauvaise qualité de personne que nous avons malheureusement développée en acquérant un mauvais état de raison. Quelqu'un me disait lors d'une émission de télévision récemment ici même au Sénégal, pourquoi nos chefs d'État se comportent comme des rois? Mais nos chefs d'État se comportent comme des rois parce que les populations se comportent comme des sujets. Les Français eux-mêmes ont décapité le roi en 1789. Mais dans chaque Français administrateur dort un potentat. Ils ont eu l'habitude d'être portés par les Africains ici, et dans les Caraïbes et tout là. Ils ne marchaient même pas. Mais cet instinct-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et s'ils trouvent des gens qui sont capables de les porter pour marcher, ils vont le faire. Mais est-ce que quelque part, on ne devrait pas regarder au type de régime politique que nous avons dans nos différents pays, régime présidentiel ou présidentialiste, par rapport à des régimes parlementaires? Vous savez, tout ça, c'est des mots. En Afrique, ouais. De la même manière. On voit par exemple comment en Afrique du Sud, quand un président ne fait plus l'affaire parce que trempé dans un certain nombre de problèmes, on voit comment, avec le Parlement, il est évincé. Vous savez, ce que vous dites est vrai, mais ne s'applique pas tout le temps. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la dictature des institutions. La Suisse est une dictature des institutions parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pour violer les institutions. Devant chez moi, si on veut mettre un panneau qui ne m'intéresse pas, je suis capable de faire une initiative pour lever des signatures et faire voter. Le Conseil fédéral ne peut pas faire n'importe quoi dans le pays parce que le pouvoir est contrôlé par la conscience collective. Et c'est la conscience collective qui contrôle les moyens de la violence. Parce que fondamentalement, on revient au contrôle des moyens de la violence. La violence armée, la violence policière, la violence institutionnelle. Si vous êtes dans un pays où toutes les institutions sont galvaudées, sont dévoyées, vous avez par exemple un parlement où au lieu que les gens représentent le peuple, ils représentent une personne. Ce n'est plus un parlement.
Vous dites, tiens, je peux changer les lois ou je peux faire un référendum parce que j'ai la majorité. Mais vous êtes capable, avec un nombre restreint de députés, de changer une constitution que vous imposez à tout un peuple. Ce n'est pas l'esprit d'une constitution. Vous êtes capable de prendre une constitution, de la déchirer et de dire je la refais, et puis avec un point, un virgule dans la constitution, vous dites c'est une nouvelle constitution. Il n'y a qu'en Afrique que ça se voit. Parce que les Africains n'en ont rien à cirer des règles. C'est ça le problème. Les Africains ou les dirigeants africains? C'est les Africains qui le leur permettent. Parce que vous êtes dans une situation en Afrique où la rationalité de la citoyenneté a été pervertie pendant longtemps. Mais monsieur, moi je suis très sévère envers les Africains, parmi lesquels je me compte. Qui c'est qui a organisé l'esclavage? Nous étions partis dans l'esclavage. Nous avons vendu nos grands-parents. Nous les avons vendus. Si les Blancs étaient venus ici pour acheter et qu'il n'y avait pas de vendeurs, on n'aurait pas vendu nos grands-parents. Quand les colonisateurs sont venus, il y a certains d'entre nous qui les ont trahis, qui ont ouvert les portes. Dans les institutions internationales, vous voyez de plus en plus de têtes noires devant. Parce que les Blancs ont compris que les Noirs sont les plus faciles à trahir leur peuple et on les met en avant pour faire le sale boulot. Alors j'ai envie de vous faire réagir sur la réforme du franc CFA. C'est un peu comme ça que de nombreux Africains voient la chose. La réforme du franc CFA menée par le président ivoirien Ouattara et le président français Emmanuel Macron. Une réforme qui ne fait pas plaisir à de nombreux Africains. Vous savez, moi... Je m'intéresse plus au fond et aux procédures, pas les gens qui les font. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez des députés. Par exemple, cette réforme du franc CFA, nulle part n'a fait l'objet du débat dans aucune assemblée dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez pas reprocher à la France, aux États-Unis, à la Russie, la Grande-Bretagne, de faire la politique des intérêts de leur peuple. C'est des gens qui sont là et qui travaillent pour leur peuple. S'ils peuvent venir avoir la maîtrise complète des ressources d'un continent pour nourrir leur peuple, ils le feront. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez en face. Si en face, vous avez des gens qui font le même travail pour leur peuple, il y a leur volonté et la nôtre et on négocie, on discute. Ce qu'il y a chez nous, c'est qu'il y a des gens qui n'en ont rien à cirer de leur peuple, qui volent leur propre famille, qui volent leurs propres enfants, et qui ne signifie que parce qu'ils prennent des choses qu'ils amènent à leur communauté. Et la communauté ne se pose même pas la question de savoir, ce gars qui a amené ça là, est-ce qu'il l'a pris légalement? Tant que vous serez dans des situations comme celle-là, où les gens qui dévoient les institutions ont des alliés objectifs dans certaines franges de la population, cette situation va perdurer et ceux qui veulent le faire le feront. Maintenant, pour venir au franc CFA, moi ce qui m'intéresse, c'est la monnaie. Un pays, quel qu'il soit, doit avoir la maîtrise de sa politique économique, financière et monétaire. Sa souveraineté. Ce qui n'est pas le cas pour les pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Avoir une monnaie commune ne me dérange pas. Que vous l'appelez monnaie Bokeh, c'est votre nom je crois. Bokeh. Que vous l'appeliez monnaie Ouattara ou monnaie Macky Sall ou monnaie Macron, je m'en fiche. Mais ce qui m'importe, c'est que ça remplisse le rôle de la monnaie. La monnaie est une réserve de valeur. La monnaie est un instrument d'échange. Et la monnaie est indissociablement liée à la politique de crédit. Je ne peux pas accepter l'idée d'une banque centrale qui n'a pas de politique économique, une banque centrale qui n'a pas de politique monétaire. Notre banque centrale est la seule banque centrale qui est régie contre l'inflation. Ouais. Lutter contre l'inflation est une politique. Aujourd'hui, vous savez comment on crée la monnaie? Vous savez comment on crée la monnaie? Allez-y, oui. La monnaie se crée par la volonté d'endettement de l'économie. C'est-à-dire, vous voulez acheter une voiture. Vous allez chez CFAO et vous prenez un crédit, mettons, de 50 millions. Quand vous prenez le crédit de 50 millions, la banque, mettons la CBAO, vous prête 50 millions.
le concessionnaire, vous le payez tout de suite. Mais la CBAO, les 50 millions qu'elle vous a prêtés, elle va l'escompter à la Banque centrale avec un taux d'escompte. Donc, le titre qui a été créé, la banque donne ça à la BCEAO, si la BCEAO fonctionne normalement, naturellement, et la BCEAO prend le titre et crée de la nouvelle monnaie pour la CBAO. Donc, cette nouvelle monnaie, cette augmentation de la masse monétaire est intrinsèquement liée au crédit. Mais c'est partout dans le monde que la monnaie se crée comme ça. Donc, si une économie est dynamique, une économie ouvre des opportunités d'investissement, des opportunités de crédit, la masse monétaire qui circule dans cette économie est corrélée avec la circulation de marchandises. Mais ici, vous avez une masse monétaire que l'on crée sans aucune considération. Pareil. Donc, une banque centrale doit pouvoir jouer ce rôle. Deuxièmement, si aujourd'hui vous êtes un industriel, vous commandez de la marchandise aux États-Unis. Vous avez négocié ça pour $1 million. Et vous avez des CFA. Comment faites-vous pour vous couvrir contre les risques de change? Au moment où on vous livre la chose, mettons, le dollar augmente ou baisse. Mais vous devez être capable de faire des opérations d'arbitrage et de vous couvrir et de le faire vous-même. Donc, si vous êtes en Suisse, vous avez des comptes en dollars, des comptes en francs suisses, des comptes en livres sterling, des comptes en euros. Et ça vous permet vous-même de gérer vos propres opérations et de prendre la monnaie qui est la monnaie qui vous intéresse. Mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Merci beaucoup, docteur Papa Demba-Thiam. Nous avons été très heureux de discuter avec vous. Je pense et j'espère que les propos que vous avez tenus vont contribuer à ouvrir les consciences sur le continent afin que les populations africaines, les pays africains puissent véritablement déclencher leur développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous d'être restés en notre compagnie. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de l'Auto de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.